Huillères-et-Froid est une commune étendue sur 1891 hectares, située à 18 km au nord-est de Boulogne, au sud de Rinxan, à l'ouest de Réthy et à l'est de Wakingan, dans le bassin de la Slack qui la traverse de l'est à l'ouest. Huillères-et-Froid confine aux communes de Belle et Houlfort, Conteville, Pernes, Pitefaux, Maningan, Offretin et Marquise. Huillères-et-Froid est située sur l'ancienne voie romaine de Samé à 800, sur la route départementale 238. Des vestiges d'un bâtiment des 2e et 3e siècles, ainsi que de ce qui pourrait avoir été une forge, ont été découverts en 2014 au lieu dit Plaine des Coutures, rue de Belle. Le nom Effroy, qui est depuis longtemps accolé à celui de Huillères, pour le distinguer de Huillères-au-Bois, viendrait de l'anthroponyme Hennefroy, Hennefried ou Hennefried, qui fut le nom de plusieurs seigneurs de la région. En vieux français, l'effroi est une émeute, une sédition. On sonnait autrefois le tocsin, la sonnerie de cloche pour alerter la population d'un danger imminent, qui portait le nom de cloche de l'effroi. Effroi pourrait donc rappeler les dangers que subissait Huillères-et-Froid dans cette région frontalière avec l'Angleterre lors de la guerre de Cent Ans, entre 1337 et 1453. À défaut d'affirmer l'origine de son nom, la multitude de références à Huillères-et-Froid témoigne de son importance au Moyen-Âge. Vers 827-828, Huillères-et-Froid, alors appelé Willeria, est compris dans la donation du moine Gondebert à Saint-Bertin. Guabert, riche propriétaire de Morigny, et son fils Gondebert dotèrent le prieuré de Saint-Sauveur de Stenland de biens dispersés à travers le pays de Ternois et celui de Boulogne. Le 28 novembre 867, l'abbaye de Saint-Bertin conclut un échange de propriété avec un nommé Héribert et sa femme Mégésinde. Ces derniers donnaient à l'abbaye d'Huin et à son monastère des terres situées à Campagne-les-Boulonnais, à Carly et à Manty, au niveau de Verlinctin, et ils recevaient en retour le domaine que Saint-Bertin possédait à Upan, en Boulonnais, sur la rivière d'Elbronn, le ruisseau qui descend de Bois-de-Comté sur Réthy vers la ferme Dupan. C'est aujourd'hui la ferme Dupan à Huillères-et-Froid. Le domaine Dupan était un fief mouvant de Huillères-et-Froid, localisé maintenant au sud du hameau de Londefort. Dupan s'écrivait D'-UPHEM en 867. Puis, au XVIe siècle, on le retrouve écrit D'-HUPEN, ou bien DU plus loin PEN, et au XVIIe siècle, le domaine Dupan s'écrit DU plus loin PAN. Enfin, depuis 1833, la ferme Dupan ou le domaine Dupan s'écrit PAON, comme le volatile du même nom. Vers le Xe siècle, la ferme Dupan passa aux mains d'un seigneur dont le château aujourd'hui transformé en grange est encore visible à l'est de la ferme. La ferme semble avoir été restaurée en 1806. Au-dessus d'une porte d'écurie, un curieux linteau, signé Louis-Marie d'Audentin, rappelle qu'en 1786, le Boulonnais était déjà le pays d'un magnifique cheval de race, le cheval boulonnais. Huillères-et-Froid est surtout connu grâce à la légende de Sainte Godelaine. En 1049, naît au château de Londefort à Huillères-et-Froid Godelaine, Godelieve pour les Flamands. Elle est la fille de Hennefroid de Londefort, Hennefried pour les Flamands, le seigneur de Londefort, qui était chevalier du 28e comte de Boulogne, Eustache Ier, Eustache à l'œil, appelé ainsi à cause de son regard perçant. Hennefroid devint son gonfanonnier. Le gonfanonnier ou le gonfalonnier était l'enseigne qui avait l'honneur de porter la bannière et était donc le porte-étendard du comte. Hennefroid devint donc gonfanonnier des comtes de Boulogne grâce au courage qu'il montra sur les champs de bataille. Après avoir été celui d'Eustache Ier, Hennefroid fut le gonfanonnier du comte Eustache II de Boulogne. Hennefroid de Londefort avait déjà 2 filles, Ogine et Adèle, mais il voulait un fils. Il eut une 3e fille vers 1047, à laquelle il donna le nom de Godelieve, qui signifie « aimé de Dieu ». Godelieve ou Godelaine fut marié à Bertulf, fils cadet du comte de Gistel au sud d'Ostende. Le comte de Gistel, qui était un riche noble flamand, était officier du comte de Flandre. Le comte de Boulogne, Eustache II, quoique puissant dans son comté, était dépendant du comte de Flandre, Baudouin V. Eustache II insista alors auprès de Hennefroid de Londefort pour que se fasse cette alliance entre un seigneur du Boulonnais et un seigneur de Flandre. Le mariage eut lieu en 1067 à l'église de Huillères. À cette époque, le mariage était plus un pacte entre 2 familles qu'une union amoureuse. Après le festin à Londefort, ce fut le départ vers la Flandre. Tous les pauvres firent un cortège à Godelieve pour la remercier de ses bienfaits. Les nouveaux époux furent accueillis à Gistel au château, mais Godelieve comprit immédiatement l'antipathie de sa belle-mère, opposée à cette mésalliance avec une étrangère n'ayant pas les caractères physiques des Flamands. Godelaine avait en effet la peau très blanche et les cheveux bruns. Sa belle-mère la fit enfermer dans une tour et la priva de nourriture. Malgré ces conditions terribles, et grâce surtout à l'aide de serviteurs qui lui apportaient en cachette un peu d'eau et de nourriture, Godelaine résista. Voyant qu'il n'arriverait pas à faire mourir lentement son épouse, Bertulf décida de la faire tuer. Prétextant une réconciliation, il installa son épouse dans la plus belle pièce du château. Souriant et respectueux, il la rassura et partit pour Bruges afin de ne pas être présent pendant le crime pour ne pas éveiller les soupçons. Au milieu de la nuit du 6 au 7 juillet 1070, 2 hommes de main de Bertulf, Aka et Lambert, saisirent Godelaine et l'entraînèrent dans la cour du château.
Ils l'étranglèrent avec une bande d'étoffe longue et étroite en étouffant ses cris. Par précaution, ils lui plongèrent ensuite la tête dans un étang pour être sûr qu'elle ne respirait plus. Au contact du corps, l'eau de la mare devint immédiatement pure et cristalline. Les deux hommes de main de Bertulf transportèrent ensuite le corps de Godlen dans sa belle chambre. Ils l'habillèrent de beaux habits et la déposèrent sur son lit pour faire croire à une mort subite et naturelle. Godlen fut inhumé près du mur extérieur de l'église de Gistel et aussitôt une source jaillit près de son tombeau. Des prodiges commencèrent alors dans la région de Gistel et le bruit se répandit dans toute la Flandre que lorsque des aveugles ou des malades incurables venaient prier sur le tombeau de Godlen, ils recouvraient la santé. Bertulf se remaria avec une flamande, blonde et rougeoyante, et de cette union naquit Edith, une petite fille aveugle de naissance. À l'âge de 9 ans, Edith entendit la triste histoire de Godlen. Edith demanda à aller à la source de l'étang où Godlen avait été plongé. Elle s'y lava 3 fois les yeux et recouvrit la vue. Godlen sera canonisé suite à son martyre, 14 ans après sa mort, le 30 juillet 1084, et deviendra Sainte Godlen dans le pays boulonnais. À Londfort, un culte public ne tarda pas à se développer autour de la source limpide qui avait jailli de l'endroit où Godlen avait planté sa quenouille avant de partir en Flandre. On venait boire cette eau pour obtenir les faveurs du ciel par l'intermédiaire de Godlen. Cette eau avait le pouvoir de guérir les fièvres et les maladies des yeux. Les sources miraculeuses sont depuis longtemps des symboles de vie et de régénération. Cela vient des croyances des Celtes, qui ont été assimilées par les Romains, puis par les chrétiens qui détournèrent les anciennes croyances à leur bénéfice. Les Morins, le peuple celte du pays boulonnais, croyaient à un dieu unique, auquel ils associaient des demi-dieux ou des génies au pouvoir divin. Lorsque Fucien et Victorique évangélisèrent le pays boulonnais, ils durent composer avec ces antiques croyances. Il s'est donc créé autour des lieux de pèlerinage des histoires merveilleuses, avec souvent un fond de vérité historique. Jadis, un moulin à eau jouxtait la ferme de Londfort. En 1790, il appartenait à monsieur Longuemot. Ce moulin par lequel on devait passer pour moudre, moyennant une redevance au seigneur, était encore visible il y a peu de temps. Il était alimenté par les eaux détournées de la Luzellerie, la Griette, dans le ruisseau du Pan. La ferme de Londfort a sans doute été restaurée avec les pierres du château dont il ne reste plus qu'une motte, entourée d'un vague fossé et recouverte d'un épais taillis au nord de la ferme. Le château aurait été incendié par les soldats anglais en 1552. Durant la Première Guerre mondiale, un bloc de marbre boulonnais, taillé en forme de chapelle, a été dressé par des soldats belges au centre de l'ancienne motte castrale, en mémoire de Sainte Godlen qui passa ici sa jeunesse. On lit encore la date de 1759 sur le corps de logis construit en pierre de taille de la ferme de Londfort. L'ancienne grange porte la date de 1722. La partie gauche de la ferme est bâtie sur une cave voûtée, pouvant correspondre à une partie de l'ancien château de Londfort. Le 3 décembre 1554, le domaine de Londfort fut vendu à Pierre Lornier, à l'origine de la lignée des Longuemot-Lornier. La chapelle de Sainte-Godelaine a été construite plusieurs fois, dont en 1782 par Jean-Baptiste Bras-de-Fer de l'Étang et Marie-Thérèse Longuemot, son épouse. La chapelle actuelle date de 1829 et fut reconstruite par Jean-Louis Longuemot et son épouse Marie-Antoinette Lavoine. La source miraculeuse a été incluse dans la chapelle. À Huer-et-Froid, nous sommes au niveau des marnes oxfordiennes dont l'imperméabilité favorise le jaillissement des eaux souterraines que draine la Slack vers Rinxan, Marquise et Ambleteuse. Le pèlerinage de Sainte-Godelaine a lieu le 9 juillet, ou bien le deuxième dimanche de juillet. Le 6 juillet, à Gistel, dans l'ouest de la Flandre, au sud d'Ostende, une très belle procession a lieu en souvenir du martyr de Godlen. La plupart de ces reliques sont conservées à l'abbaye bénédictine de Ten Put. On y trouve dans la salle basse la chemise sans couture que sainte Gottlieb confectionna pour son époux. À propos d'un point de couture particulièrement fin, on disait encore il y a peu de temps dans le pays boulonnais, c'est un point de Godlen. Au XXe siècle, paysans et matelots en habits de fête se rendaient à la chapelle de Huer-et-Froid et se pressaient pour y boire de l'eau de la source qui guérit les maux de gorge et d'yeux. On y emporte toujours des bouteilles d'eau destinées aux malades. Au mur de la chapelle sont suspendus de très nombreux ex-voto et des chapelets, mais aussi des épingles, des pansements, des rubans, des béquilles, accumulés depuis des dizaines d'années. Toute l'année, la chapelle de Huer-et-Froid reçoit la visite de pèlerins, venus implorer la sainte, protectrice des femmes martyrisées et des malvoyants. Il semble que dans la région de Marquise, au XVIe siècle, les cas de glaucome congénital héréditaire étaient nombreux, et que la fontaine miraculeuse de Sainte-Godelaine en a guéri plusieurs d'entre eux. L'endroit y est tranquille et apaisant, situé sur un terrain privé, ouvert au public par la sympathique propriétaire de l'eau à la bouche. De l'autre côté de Huer-et-Froid, au XXe siècle, 2 fermes existaient encore au Flégard. Le petit Flégard à l'ouest, le grand Flégard à l'est, en aval. On reconnaît le grand Flégard à sa tour pigeonnier. Le nom Flégard est celui des courtois du Flégard, seigneurs de ce lieu. Au début du XIXe siècle, il y avait 2 moulins à vent à Huer-et-Froid. Un appartenant à monsieur Lavoisier, qui était équidistant de Marquise et de Guines. Il était situé à 70 mètres du Flégard, sur une croupe entre 2 vallons,
le vallon du ruisseau de la Raterie à l'est et celui de la Griette à l'ouest. Le ruisseau de la Griette, 28 mètres au-dessus du niveau de la mer, conflue avec le ruisseau de la Raterie pour former le ruisseau du Pan et se jeter dans la Slack. Le second moulin à vent était à l'ouest, au nord d'Edre. En 1960, lors de travaux de terrassement, à l'angle de la départementale 234 et du chemin vicinal ordinaire numéro 8, dit de la Luzellerie, près de l'église paroissiale, 7 ou 8 tombes mérovingiennes ont été reconnues. On a trouvé à proximité du mobilier des fragments d'un fer de lance, un petit sacramax à dos rectiligne et pointe dissymétrique, le fragment d'un second, un collier de perles en pâte de verre, un vase biconique à large ouverture et un trémissis, une monnaie romaine en or, au nom de Justinien, frappé en Italie. L'église paroissiale de Huéreffroy, sous le vocable de Saint-Pierre, est un édifice avec une tour du XIIe siècle, surmontée d'une flèche reconstruite en 1222, et un chœur, une abside gothique du XVIe siècle. Cette église modeste a été malheureusement privée en 1826 de son portail roman, remplacé par une façade sans grand intérêt. La nef du XIIe siècle a elle aussi beaucoup souffert au XIXe siècle. À gauche, en entrant, on remarque la dalle funéraire de Magdeleine de Martine, décédée le 19 septembre 1596. Vers 1580, elle avait épousé Barthélemy de Montlezun, seigneur de Buscat et de Saint-Léonard, capitaine d'une compagnie de gens de pied du régiment de Picardie, en garnison à Boulogne. Dans l'église de Huéreffroy, on pouvait voir une cuve baptismale datant du XIIe siècle, toute historiée de figures et d'animaux symboliques, qui est conservée au musée de Boulogne. Cette cuve baptismale est taillée dans un bloc de pierre extraite des carrières de Marquise. Sa hauteur est de 70 cm, son diamètre de 1,33 m, l'intérieur est creusé en bassin circulaire et à 36 cm de profondeur. À droite du cœur de l'église se trouve l'autel Sainte-Godelaine. Au-dessus de l'autel, un tableau, la Charité de Sainte-Godelaine, représente la sainte distribuant aux pauvres l'unique morceau de pain que sa marâtre lui avait donné pour nourriture dans sa prison de Flandre. Ce tableau provient de l'ancienne cathédrale Notre-Dame de Boulogne, détruite en 1798. Sous l'autel, un groupe de figurines sculptées polychromes représente la mort de Sainte-Godelaine, étranglée par un drap dans son lit. Cet arrangement naïf et pédagogique, classé aux monuments historiques le 9 novembre 1976, date du milieu du XIXe siècle et a possiblement été réalisé par l'abbé Blacard qui a publié en 1844 « Vie de Sainte-Godelaine, née à Huéreffroy en Boulonnais ». Avant la Révolution, l'église de Huéreffroy possédait plusieurs reliques de Sainte-Godelaine dans un reliquaire en argent. Après le pillage de l'église, les reliques furent détruites. Il subsiste dans cette belle église de Huéreffroy une relique de Sainte-Godelaine, donnée par l'évêque de Gand en 1825. Une table de marbre provenant d'une chapelle de l'ancienne cathédrale de Boulogne donne les noms des 12 évêques de Boulogne de 1567 à 1802. Au sud-ouest de Huéreffroy se trouve le hameau d'Edre. Antoine Chinot, seigneur d'Edre, est lieutenant particulier en la sénéchaussée du Boulogne en 1554, lieutenant général de 1558 à 1607. Il pourchassa les Huguenots avec zèle, mais se refusa à rejoindre les ligueurs qui s'opposaient au roi, et il verra sa fidélité récompensée par des lettres de noblesse accordées par Henri IV. Antoine de Chinot fut seigneur de Chailly, à la Capelle, en 1594. Philippe le Porc d'Imbretin, seigneur d'Imbretin, qui est un lieu-dit de Huéreffroy au village d'Edre, dépendant de la seigneurie de Marquise, était conseiller du roi, receveur du chapitre de la cathédrale en 1672, échevin en 1678 et mailleur de Boulogne en 1687 et 1710. Philippe le Porc d'Imbretin réside ordinairement à Boulogne, où il appelle ses fonctions. Mais il fait construire le manoir du Val, qui a vraisemblablement été élevé en 2 campagnes, l'une au milieu du XVIe siècle, l'autre à l'époque d'Henri IV, au début du XVIIe siècle. Le château est une construction irrégulière de plan rectangulaire, d'un aspect très pittoresque, remarquable par ses 3 tourelles. Élevé en briques à l'exception du haut soubassement, des chaînes d'angles et des encadrements de fenêtres, faits de pierre grise, ce curieux édifice réunit 2 bâtiments placés dans le prolongement l'un de l'autre et doit sa silhouette pittoresque aux tourelles carrées qui l'encadrent, coiffées de toits en bâtière qui ont une similitude architecturale avec l'ancienne sénéchaussée de Boulogne. Les 2 tourelles carrées sont implantées du côté de la cour. La plus proche de l'entrée est plus petite que l'autre. Elle ne fait pas saillie sur le corps de logis. Elle contient un escalier en vis et sa partie supérieure, remontée après la construction, a servi de colombier. Sa porte cintrée est bouchée. Elle portait un écusson figurant les 3 éperons inscrits sur le blason d'écuyer d'Antoine Chinot. La grande tourelle carrée, accolée au bâtiment au fond de la cour et placée en saillie, renferme un escalier à palier droit voûté en briques. On y entre par une porte en plein cintre, surmontée d'une archivolte en accolade terminée par une fleur de lys au-dessus de sa clé, et ouverte à l'aplomb d'une bretèche de protection placée au niveau du pignon. On remarque un autre organe de défense au niveau de l'étage, une meurtrière permettant de prendre la façade d'enfilade. Le corps de logis juxtapose 2 bâtiments de hauteur inégale. Chacun des bâtiments abrite une grande salle dont les cheminées s'adossent au mur de refend central. Le premier, sur la droite, comprend un niveau de soubassement aveugle, un rez-de-chaussée surélevé et un étage sous comble, prenant jour par une lucarne de pierre à fronton triangulaire.
Il se distingue par la belle couleur orangée de ses briques et par la présence de plusieurs percements condamnés, 2 petites fenêtres en anse de panier et une ancienne porte basse, ménagée au niveau du sol. Construit en briques de couleur rouge sombre et élevé de 2 niveaux, le second bâtiment est percé de grandes fenêtres curieusement encadrées de petites baies condamnées. 2 fenêtres à meneaux, typiques du Moyen-Âge, existent encore de ce côté du bâtiment. La 3e tourelle, cylindrique, côté jardin, à l'angle sud-est, était encore coiffée d'un toit en poivrière au début du XXe siècle et dominait le bâtiment qu'elle jouxtait. Des meurtrières flanquantes, petites canonnières cylindriques surmontées d'une haute mire, sont ménagées dans cette tourelle d'angle qui protège les façades extérieures. Les anciennes baies ont disparu. Il ne reste à gauche que la trace des 3 arcs des fenêtres. Très différent de la plupart des demeures rurales du Boulonnais, le manoir du Val s'en distingue aussi par l'épaisseur modérée de ses maçonneries, généralement inférieure à 50 cm. C'est la famille de Chinot qui a possédé le Val d'Èdre jusqu'au XXe siècle, pendant près de 450 ans. En 1926, ce haut manoir est classé aux monuments historiques. Le manoir du Val est maintenant devenu une ferme. Le 19 décembre 2011, la foudre est tombée sur le manoir et a mis feu à la charpente de la grande tourelle. Avant la Révolution française, Èdre était un village à part entière avec son église. La petite église d'Èdre, située sur une légère éminence sous le vocable de Saint-Laurent, est du XIIe siècle, mais a presque totalement été reconstruite au XVIIIe siècle. Les fondations et la nef pourraient être du XIe siècle. Le chœur est en pierre de mer, ce qui la rend très humide. Le clocher est au centre de l'église et voûté de pierre au plafond. La cloche a été baptisée Maria en 1853 par Marie-Louis Armand Désiré, caron de Fromentel de la Grand-Maison, qui épousa en Angleterre Emma Maria Bell, Bell nom anglais signifiant cloche. L'église d'Èdre ne présente plus aucun caractère notable d'antiquité, hormis ses fonds baptismaux du XIIe siècle, dont la cuve carrée, portée par 4 colonnettes romanes, offre un très curieux motif de sculpture, représentant les animaux évangéliques et une tête d'évêque mitrée. Tout en haut d'une côte, à 75 mètres d'altitude, se trouvait l'ancienne seigneurie d'Autambert. C'était un des nombreux domaines donnés par le moine Gondebert au monastère de Stenland au IXe siècle. Autambert est donc un lieu ancien. En 1842, en posant des drains, on y a trouvé des sépultures gallo-romaines.
En 1869, dans la propriété de M. Hubert Lavoisier, la ferme de M. Martinet, plusieurs sépultures mérovingiennes ont été découvertes, notamment une tombe de femme contenant une petite fibule symétrique en bronze et une grande plaque boucle avec contreplaque autrefois damasquinée. Au XVe siècle, un petit château fortifié est construit. Au XIXe siècle, on voyait encore une tour en ruine de ce vieux château fort, environné de fossés sans eau. La seigneurie d'Autambert possédait une chapelle domestique. Cette chapelle castrale servait de bergerie au XIXe siècle et est tombée en ruine au XXe. La porte d'entrée du XVe siècle était surmontée d'une archivolte en accolade, avec au-dessus le nom et les armes du seigneur Jacques Blondel. Les seigneurs d'Autambert relevaient de la baronnie de Bellebrune. En 1416, Robert, baron de Bellebrune, est seigneur de Hautambert. Son bailli est Pierre de Tubeauville. En 1500, le fief de Hautambert passe à Jacques Blondel de Joigny, qui est bailli et capitaine d'Étaples, ainsi que sénéchal du Ponthieu. Son blason était de gueule à l'aigle éployé d'argent. Le colombier, qui existe toujours, témoigne de l'importance du fief d'Autambert. La ferme d'Autambert, qui jouxte l'ancien château, a pris le nom de l'Espel, qui signifie en vieux français bobine, peloton. L'ancienne porte bouchée est surmontée d'une archivolte en accolade. Le logis est du XVIe siècle. Au-dessus de l'ancienne porte figure sur un écu le blason des barons de Bellebrune, d'argent au lion de sable armé de gueule, supporté par 2 lions, et timbré d'un homme de front à lambrequin et cimé d'un buste d'homme hissant. À droite de la porte, à l'angle nord-est du logis, se dressait jusqu'au début du XXe siècle une haute tour octogonale de 12 mètres de hauteur. Tout en haut se trouvait un pigeonnier. À Huère-et-Froid, non loin du lieu-dit le Trou d'Enfer, on trouve le château de Beaucamp. Beaucamp était un fief tenu de la seigneurie de Landefort. La Briamerie, appelée la Braimerie en 1526, était un fief de Huère-et-Froid, non loin du ruisseau de la Raterie. Le château de la Briamerie, dont l'entrée débouche sur le pont, était au début du XXe siècle le château des Lemaitre Bouclés. C'est maintenant le gîte de la Briamerie. Non loin de là, on trouve la belle ferme auberge du Vert. Huère-et-Froid est un très joli village du Boulonnais, riche de son histoire passée et de la légende de Sainte-Godelaine. N'hésitez pas à y venir pour le visiter, vous y trouverez certainement un accueil sympathique dans un cadre charmant et paisible.